Steve Witkoff s'est entretenu avec plusieurs oligarques russes qui tenaient une conférence concernant les métaux précieux, les terres rares et l'acier en Russie. Donc d'abord un objectif de faire des affaires avec la Russie. Mais vous l'avez dit, désormais le Kremlin a confirmé la réunion entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine, où là il sera donc question de plusieurs thèmes, nous dit-on du côté du Kremlin. D'abord la situation en Ukraine, un éventuel cessez-le-feu et éventuellement également une future rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, comme si finalement après plusieurs semaines, plusieurs jours où les choses n'avançaient plus, il est question d'accélérer les négociations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les États-Unis, il y a une volonté d'accélérer ces négociations. Il y avait d'ailleurs même un ultimatum mis par les États-Unis à l'encontre de la Russie. Il faut trouver un cessez-le-feu avant la fin du mois d'avril, sous peine sinon d'infliger de nouvelles sanctions économiques à la Russie. Merci beaucoup Charles d'avoir été avec nous. Tiens, regardez cette image en direct. Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine donne une petite conférence du côté de Saint-Pétersbourg. Voilà les images avant de rencontrer donc l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff. Il y en a une sur ce plateau qui est très contente, c'est Valeria Formunten. Elle nous avait parié tout à l'heure, sans vous le dire, que les terres rares seraient au menu des discussions. Bingo, on a vraiment parlé business. Et c'est au moment, pour se raccrocher au thème de tout à l'heure, où la Chine menace les Américains de supprimer l'accès aux terres rares et aux métaux rares. Les matières premières vont être fondamentales dans cette guerre économique enclenchée par Trump. Et donc, il s'est trouvé un allié qui va lui faire un prix d'amis parce que du coup, il permet de régler le problème russe en Ukraine, n'est-ce pas? Et donc, du coup, la situation devient dramatique puisque finalement, on a très, très peu de moyens de pression sur les États-Unis, surtout s'ils s'allient économiquement à la Russie. Donc, ça veut dire, pour que tout le monde comprenne, pardon Valéria, ça veut dire que le fameux traité que devaient négocier les Américains et les Ukrainiens depuis des lustres, tout ça n'existe plus. Si les Américains pragmatiques, bien évidemment, peuvent accéder aux mêmes métaux du côté de la Russie, surtout que Poutine l'avait déjà dit. Il avait dit, moi, les portes de mon pays sont ouvertes, les mines, les entreprises, le business, c'est chez moi qu'il faut venir. D'une part, et puis rappelons-le, que ce que la Russie essaie d'annexer sont les terres les plus riches d'Ukraine en matière de sous-sol. Il y en a un petit peu ailleurs, mais c'est bien à l'est de l'Ukraine, c'est dans le Donbass que les matières premières et les métaux et les terres rares sont les plus denses et où il y a la plus grosse quantité. Donc, de toute manière, tout est imbriqué en l'occurrence. On pourrait même demander aux États-Unis, sans leur dire, aidez-nous à conquérir ce qui nous reste de territoire, comme ça sera à vous. Ça va faire partie de la négociation et puis il y aura un accès privilégié pour les entreprises américaines en pleine guerre économique ou pour le coup les matières premières, parce que Trump essaie de réindustrialiser les États-Unis par la même occasion, vont être fondamentales. La vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi Poutine a attaqué l'Ukraine sous Joe Biden, plus que de le faire soit lors du premier mandat de Trump, soit attendre sa réélection, parce que clairement, le pari qu'il faisait, vous vous souvenez, tout au début de la guerre en 22, il pariait que ni les États-Unis, ni l'Europe, ni d'autres alliés n'interviendraient pas en Ukraine et que ce sera son petit conflit régional. Une intervention spéciale qu'il allait régler en 2-2. Ça ne s'est pas passé comme prévu parce que Joe Biden a enclenché quelque chose avec les Européens pour la protection de l'Ukraine. Est-ce que ce pari, il n'est pas en train de le gagner aujourd'hui? Alors, quelques infos nous parviennent sur ces rencontres, bien évidemment. Le Kremlin annonce qu'il n'y aura pas de percée diplomatique, parce que ça veut dire, mais je vous soumets cela, et que au cours de la discussion entre Witkoff et Poutine sera évoquée la fameuse rencontre entre Trump et Poutine, et là ce serait le sacre certainement annoncé du chef du Kremlin. Il ne va pas forcément parler beaucoup d'Ukraine, en fait. Il va parler de beaucoup d'autres dossiers, rapprochement États-Unis et Russie, beaucoup de commerce. Moyen-Orient. On disait à l'instant, Moyen-Orient. L'Ukraine, ce sera juste... Ce que disait Charles, les premières personnes rencontrées sont des oligarques. Ça donne le ton, en fait, de... Et ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine, là, était à une conférence à Saint-Pétersbourg qui parle de la marine moderne, la marine du futur. Et il a insisté sur le fait que la marine
russe devait être de plus en plus moderne pour pouvoir lancer les missiles nucléaires. Il a reprononcé le mot nucléaire juste avant de recevoir Witkoff. Vu les culottés qui se sont pris dans la mer Noire, ils peuvent toujours travailler dessus, ils ont encore du boulot. Oui, et puis comme on sait que la Chine aussi accentue énormément les efforts militaires sur la marine, on est en pleine course à l'échalote. Aurélie Vito, que vous inspire cette visite très particulière où, alors bon, voilà, le Kremlin nous dit, oui, on évoquera quand même l'Ukraine. Ça tombe bien, ça fait 3 ans qu'une guerre dure. Mais c'est pas le principal, en fait, entre ces deux pays. Non, je pense qu'il y a eu tout l'accord, on l'a mentionné, en effet, que Trump avait mis sous le nez de Zelensky en disant qu'il y avait une dette de 500 milliards à rembourser auprès des États-Unis. Donc les montants sont toujours, bien évidemment, extrêmement gonflés. Aujourd'hui, on voit bien que le but, c'est de mettre et les Ukrainiens et les Européens devant le fait accompli et que soit on va négocier en Arabie Saoudite, soit on négocie directement auprès de Poutine, mais que les Européens comme les Ukrainiens sont complètement écartés des négociations, quelles qu'elles soient. Alors, écartés, peut-être même plus, c'est qu'on a l'impression, en fait, qu'on ne compte plus. Alors, les Européens, si, on en a parlé, mais que l'Ukraine n'est pas un problème, en fait. Enfin, n'est plus un problème. Non, vous partagez ou pas ? L'Ukraine est out. En gros, c'est court mais c'est cash. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, ce sont les Européens qui prennent en charge finalement la défense de la partie est de l'Europe en soutenant l'Ukraine. D'ailleurs, c'est ce qu'a bien dit le président Macron. Sa priorité, et au niveau européen, c'est ce qu'il cherche à vendre, c'est qu'on doit défendre l'Ukraine et il faut bien se rendre compte qu'on est tout seul. Oui, mais du coup contre les Américains, puisque si les Américains pactisent, s'unissent ou en tout cas négocient, on a l'impression que les Américains, mais je peux me tromper, négocient avec les Russes comme un allié. Oui, mais non, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui n'a pas été dit, peut-être c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, c'est la vision stratégique. La stratégie ne prend pas que les questions militaires, ne prend pas que les questions économiques, c'est un peu évoqué tout à l'heure d'ailleurs. C'est un package global, c'est une vision de la puissance qu'on veut avoir demain. Et aujourd'hui, cette puissance, on voit bien que c'est du côté américain qu'elle est conçue, alors peut-être un peu moins de la question militaire, avec une vision peut-être plus économique que militaire, parce que la guerre coûte cher. Quoi qu'on puisse en penser, on veut bien vendre des armes, on ne veut pas faire la guerre, n'oublions pas quand même, c'est valable aussi pour beaucoup d'États européens. Voilà, donc c'est une réalité. Donc aujourd'hui, c'est une pensée globale. Et nous sommes bien aussi dans les enjeux économiques du futur. Moi je le dis depuis des semaines, on l'a bien vu avec les terras quand ça a apparu, parce que quand on regarde ce qu'il y a comme terras en Ukraine, je ne voudrais pas dire qu'on peut rigoler, mais on peut quand même rigoler quand même. C'est pas exploitable aujourd'hui, il n'y a pas de capacité d'exploitation. Aujourd'hui, c'est un vœu pieux pour l'avenir. Sans investir énormément il y a plusieurs années. Et on parle du Groenland, on parle du Canada. Celui qui détiendra le contrôle des matières stratégiques dans les années qui viennent aura la main sur l'économie mondiale dans quelques années. Et ça sera la vraie puissance. Ça ne sera pas une puissance militaire. La militaire sera derrière. Voilà. Mais c'est aussi le déport, entre guillemets, de l'exploitation des terres rares qui se fait déjà depuis plus de 10 ans aux États-Unis. On a rouvert des usines de terres rares, enfin des sites d'extraction, simplement parce qu'on avait dit on n'en veut pas, on laisse ça en Chine pour des questions de pollution. On a fait pareil en France. Et aujourd'hui, on récupère effectivement ces mines pour dire voilà, on veut être souverain en partie avec ces matières premières. Mais est-ce à dire, Aurélie Vito, qu'on peut considérer, de ce que l'on voit, de ce que l'on vit en ce moment, que Américains et Russes pourraient redevenir, après la période Biden, alliés. Par intérêt, certainement, mais en tout cas alliés. Je pense que la nouveauté, en effet, si ce n'est pas les priorités américaines qui sont bouleversées depuis le mois de janvier, c'est bien la vision des alliances. Et ça, en effet, là, ça remet à plat complètement toutes les cartes. Et une des grandes réussites de Vladimir Poutine, c'est d'avoir replacé la Russie, ça c'était son rêve, mais au cœur de la scène internationale. Alors, il ne croit pas au multilatéralisme, mais de dire la Russie parle en tête-à-tête avec les États-Unis et d'avoir complètement ostracisé les Européens, ça c'est une des victoires de Poutine sur la scène internationale, dans sa vision des choses. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. La première personne qui voit quand Witkoff arrive à Moscou, c'est l'âme damnée. C'est le plus américain des Russes, c'est un magnat de l'immobilier. Kirill Dmitriev, qui est né Kirill Dmitriev, bien évidemment. Mais il a même étudié dans les plus hautes universités aux États-Unis. Personne très importante dans l'entourage de Vladimir Poutine. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, se parlent, ces gens-là se voient, ces gens-là négocient. Et aujourd'hui, on a une Amérique avec une Russie plutôt partenaire. On a l'impression qu'ils vont tous dans le même sens. Je pense, en tout cas, il y a un petit bruit qui dit qu'ils se parlaient
depuis toujours, en fait. Et que là, ça commence à se voir parce que Trump est élu et donc son entourage est aujourd'hui public et officiel. Mais vous imaginez, Valéria, si jamais il y a... Parce que ça se négocie en ce moment, je vous le rappelle, c'est-à-dire que la rencontre entre les deux présidents, Poutine-Trump. Tout à fait. Si jamais ils sont sur la même photo, quelle victoire? Pas forcément pour Trump, je ne sais pas, mais pour Poutine. Mais Poutine on est passé du pestiféré quand même à... Depuis décembre, Poutine n'emporte que des victoires. Et ça a été certainement préparé d'une certaine manière en amont, parce qu'on sait que Trump a eu des intérêts avec la Russie et en Russie depuis le début de sa carrière économique, avant même d'avoir commencé la politique. Donc ces gens-là se sont certainement parlé, et ce depuis toujours. Aujourd'hui, ça se voit. A priori, 7 coups de fil depuis le début de la guerre entre Trump et Poutine, des coups de fil qui sont restés tout à fait officieux et discrets. Et donc aujourd'hui, Trump étant le président des États-Unis, c'est sur la scène internationale et tout le monde le voit et c'est suivi par les journalistes. Ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'Ukraine, c'est très simple. Soit nous, les Européens, et d'autres alliés comme les Canadiens ou les Japonais, on est capable de prendre le relais. Et donc les États-Unis... Le groupe des volontaires. Les États-Unis sortent complètement du système d'accompagnement et d'aide à l'Ukraine et font ce qu'ils veulent avec la Russie, mais n'auront pas de moyens de pression sur l'Ukraine parce que nous serons là pour pallier aux besoins ukrainiens, soit nous ne sommes pas capables de fournir et satisfaire ces besoins, et là les Ukrainiens seront dans l'obligation de baisser leur garde et négocier dans les termes américains et russes. Ce qu'il y aura à négocier, parce que là, plus ça va, moins on en est sûr qu'il y a encore quelque chose à négocier. Normalement, il devait y avoir une délégation ukrainienne qui se rendait à Washington pour négocier notamment sur les minerais, et là, ça n'existe même plus. Ça dépend vraiment de nous. Soit on est capable de les soutenir économiquement et militairement parlant, et donc la guerre se poursuivra avec la Russie qui va un peu lever le pied, parce que finalement, tout ce qui l'intéresse, c'est une no-go zone dans cet espace des frontières ukrainiennes. Soit on n'est pas capable de les soutenir, et à ce moment-là, ce sera du découpage à la hache par Trump et Poutine autour d'un café.